présente Le jeu de la dame de Walter Tevis, lu par Garance Thénault. Afin que les tours sans toit brûlent et que les hommes se souviennent de ce visage, marchez doucement si marcher vous devez en ce lieu solitaire. Elle pense, pour un quart femme et pour trois quarts enfant, que personne ne regarde. Ses pieds font une danse de gitane apprise dans la rue. Comme une mouche aux longues pattes posée sur la rivière, son esprit se meut sur le silence. William Butler Yeats, La mouche aux longues pattes. La jeune femme que Yeats met en scène dans cette strophe est Hélène, fille mythique de Zeus et de Léda, et les tours sans toit, destinées à brûler, sont celles de Troie. Chapitre 1. Bess apprit la mort de sa mère de la bouche d'une femme qui tenait un bloc-notes. Le lendemain, son portrait parut dans le Herald Leader. La photo, prise sur la terrasse de la maison grise de Maplewood Drive, montrait Bess vêtue d'une robe de coton toute simple. À l'époque déjà, elle était tout à fait quelconque. Une légende sous la photo disait « Rendue orpheline par le carambolage d'hier sur la New Circle Road, Elizabeth Harmon pose son regard sur un avenir incertain. Elizabeth, 8 ans, se retrouve sans famille suite à cet accident qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Seule chez elle au moment des faits, Elizabeth a appris la nouvelle peu avant que l'on ne prenne cette photo. On s'occupera bien d'elle, disent les autorités. Au foyer Methuen de Mount Sterling, dans le Kentucky, Bess recevait un tranquillisant 2 fois par jour. On en donnait de même à tous les autres enfants pour réguler leur caractère. Le caractère de Bess était correct, pour ce que chacun pouvait en voir, mais elle était contente de prendre son petit cachet. Ça desserrait quelque chose de profond dans son ventre, et ça l'aidait à laisser filer les heures tendues de l'orphelinat dans un état de demi-sommeil. Monsieur Ferguson leur donnait les cachets dans un petit gobelet en carton. En plus des verts qui régulaient le caractère, il y en avait des oranges et des marrons pour se bâtir un corps solide. Les enfants devaient faire la queue pour les avoir. La plus grande des filles était Jolene, la noire. Elle avait 12 ans. À son 2e jour, Bess se trouva derrière elle dans la queue des vitamines et Jolene se retourna et la regarda de haut en faisant les gros yeux. « T'es une vraie orpheline ou une bâtarde ?» Bess ne sut pas quoi dire. Elle était terrifiée. Elles étaient en bout de queue et Bess était censée rester là jusqu'à ce qu'elles arrivent au guichet où M. Ferguson se tenait. Elle avait entendu sa mère traiter son père de bâtard, mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire. « C'est quoi ton nom, petite ?» demanda Jolene. « Bess. »« Ta mère est morte ? Et ton père, qu'est-ce qu'il a ?» Bess la fixa. Les mots « mère » et « morte » étaient insupportables. Elle voulait fuir, mais elle n'avait nulle part où fuir. « T'es vieux ?» dit Jolene, d'une voix non dénuée de compassion. « Ils sont morts ?» Bess ne trouvait rien à dire, rien à faire. Elle resta dans la queue, terrifiée, à attendre les cachets. « Bande de susbites cupides !» C'était Ralph qui avait crié ça, dans l'aile des garçons. Elle l'avait entendu parce qu'elle était dans la bibliothèque et qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur ce bâtiment. Elle n'avait aucune image mentale de ce qu'était un susbite, et le mot était étrange. Mais à l'entendre, elle savait que Ralph se ferait laver la bouche au savon pour l'avoir prononcé. On le lui avait fait pour avoir dit « fichu », et sa mère disait tout le temps « fichu ». Le coiffeur lui demanda de rester parfaitement immobile sur son fauteuil. « Si tu bouges, tu risques de perdre une oreille. » Il n'y avait rien de jovial dans sa voix. Bess se tint aussi bien qu'elle pouvait, mais il était impossible de rester parfaitement immobile. Le coiffeur mit très longtemps à lui couper les cheveux avec la frange qu'elle portait toute. Elle essaya de s'occuper en pensant à ce mot, susbite. Les seules images qui lui venaient étaient celles d'un oiseau du genre gobe-mouche, mais elle sentait que ce n'était pas ça. L'homme à tout faire était plus gros d'un côté que de l'autre. Il s'appelait Scheibel, Monsieur Scheibel. Un jour,
On envoya Bess au sous-sol nettoyer les brosses à table noire en les claquant l'une contre l'autre, et elle le trouva assis sur un tabouret en métal près de la chaudière, le regard soucieux rivé sur un damier vert et blanc posé devant lui. Mais en lieu et place des dames, se dressaient des petites figurines en plastique aux formes étranges. Certaines étaient plus grandes que d'autres. Les plus petites étaient les plus nombreuses. L'homme à tout faire leva les yeux vers elle. Elle fila sans rien dire. Le vendredi, catholique ou pas, tout le monde mangeait du poisson. On le servait carré, couvert d'une panure marron sombre toute sèche et nappé d'une épaisse sauce orange d'allure industrielle. La sauce était sucrée et immonde, mais le poisson qu'elle cachait était pire. Son goût lui donnait des hauts-le-cœur. Mais vous deviez tout manger sans quoi Madame Dierdorf l'apprendrait et vous ne seriez pas adopté. Certains enfants se faisaient adopter tout de suite. Une fillette de 6 ans, du nom d'Alice, était arrivée 1 mois après Bess et elle fut adoptée au bout de 3 semaines par des gens qui avaient l'air gentils et avaient un accent. Ils avaient traversé le bâtiment le jour où ils étaient venus chercher Alice. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.